Bonjour Antoine. Hello, bonjour Alain. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. J'ai eu la chance de voir votre film. Je m'en suis toujours pas remise. C'est un très très grand film, extrêmement bien travaillé. Les personnages sont magnifiques, très étoffés, très nuancés. On s'attache à eux, on les comprend malgré leurs défauts, leur lâcheté parfois. Et c'est un film magnifique parce qu'il traite de plein de sujets différents et il n'en abandonne aucun sur la route. Il traite de l'adolescence, il traite de la famille, il traite du deuil, de l'amitié, de l'amour, des familles recomposées, de tout ce qu'un parent peut rêver pour son enfant en l'atrophiant ou en rêvant trop grand pour lui. Donc déjà, bravo et merci. Merci beaucoup. Je sais que vous avez voyagé dernièrement. J'imagine que c'était pour ce film. Ouais. Est-ce que c'était la première fois que vous voyagez pour votre travail? Et qu'est-ce que vous garderez de ces voyages? Alors, c'est pas la première fois que je voyage pour mon travail. J'ai créé, écrit et réalisé une série qui s'appelle Oussekine, qui est sur Disney+, qui nous a fait aussi un peu voyager, puisqu'on a eu des prix un peu à droite à gauche à travers le monde. Mais voyager autant et à un endroit qui est beaucoup plus intime, puisque l'histoire de la Pampa a un endroit, en tout cas, a quelque chose d'un peu autobiographique. Voilà, c'est la première fois que je voyage autant. Effectivement, on a été au Mexique, à Montréal, à Athènes, à Reykjavik, à Hong Kong, on va à Barcelone, Montréal, Budapest. Enfin voilà, ouais. Mais le premier grand voyage, c'était le Festival de Cannes. C'était à Cannes, quoi. Et puis après, beaucoup en France aussi. On fait beaucoup de festivals en France. Albi, Moulins, enfin voilà, on bouge. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez voyagé pour ce film? Vous parlez de la projection à Cannes Oui. ou d'un voyage plus international? Non, projection à Cannes. C'était fou. C'était un peu fou parce que bon, à plein d'endroits, parce qu'il y avait toute l'équipe qui était là, l'équipe technique évidemment, mais aussi les acteurs, les actrices, tout le monde était là. Et l'accueil a été très chaleureux, c'était très intense. Mais surtout, il y avait quelque chose à titre dans un rapport plus intime de presque surréaliste. C'est-à-dire que, bon, moi je viens d'un endroit, d'une classe où c'est assez difficile de s'imaginer, de se projeter dans cet endroit qu'est le temple un peu du cinéma, Cannes. Et d'être là, entouré des gens que j'aime et avec une réception aussi chaleureuse, ouais, ça a été très puissant. Et puis ailleurs, ça se passe super bien. Au Mexique, c'était fou. On a eu 1h30 de Q&A. Montréal, pareil. On a eu 2 prix. J'étais en Allemagne il y a 3 jours. On a eu le prix du public. Donc oui, le film s'exporte bien. Et surtout, il y a quelque chose qui est très agréable à constater, c'est que quand on s'élance dans un récit, vous savez ça 1000 fois mieux que moi, vous posez la question de l'universalité, à un moment en tout cas. Et que là, il semblerait que le film a un endroit qui est l'endroit de la violence, particulièrement de la violence du collectif. Quelque chose parle un peu au monde entier, donc voilà, c'est très agréable. Là, vous mentionnez le Festival de Cannes, donc vous étiez invité avec toute votre équipe. Les autres voyages plus internationaux, est-ce que vous étiez seul? Vous avez voyagé seul? Alors, des fois oui et des fois non, c'est assez abstrait puisque ça fait 2-3 mois qu'on tourne beaucoup. Il y a des fois, je suis avec Saïd, le comédien principal. Des fois, je suis avec mon producteur. Mais je voyage quand même principalement seul. Ce qui a un rapport aussi, c'est une parenthèse, mais qui est particulier, c'est un rapport à la solitude très particulier, les festivals. On prend un avion, on est seul, on est dans une chambre d'hôtel, on est seul, on fait un Q&A, on présente, puis on est seul dans une ville qu'on connaît pas. On découvre des rues, des gens, des comportements. C'est très particulier, la tournée, là. C'est beaucoup de solitude. Et justement, quel est votre rapport à la solitude? Je la maîtrise, dans le sens où elle me plonge pas dans une espèce d'abîme. Enfin, il y a quelque chose qui me convient. J'ai eu le sentiment d'être beaucoup seul dans mon enfance, dans ma petite enfance, dans mon enfance. Donc je pense que je maîtrise un tout petit peu cette sensation d'être un peu seul au milieu du monde. Mais on peut être seul au milieu du monde à Hong Kong, comme on peut être seul au milieu du monde à Longueuil-Jumelles, dans mon village de 5000 habitants. Donc en fait, bon,
je la maîtrise, quoi. Ça ne m'emmène pas trop dans des espèces de coins trop sombres, quoi. Dans quel pays, dans quelle ville habitez-vous actuellement? Paris. J'ai dû bouger à Paris, bon, tout simplement parce que il y a une quinzaine d'années, j'ai bougé de mon village pour faire ce qui me semblait la seule chose qui me semblait ce dont je semblais capable de faire, quoi, c'est-à-dire faire raconter des histoires, faire du cinéma, et que le seul moyen de le faire, c'était de monter à la capitale, comme on dit chez moi. Et donc désormais, je suis à Paris. Quel adolescent étiez-vous? J'ai été plusieurs adolescents, en fait, je crois. J'ai été l'adolescent qui a grandi dans cette zone rurale. Et puis ensuite, j'ai eu très envie de me confronter à l'urbanité, avec cette espèce de fantasme que ça allait m'emmener. J'étais un peu soif j'avais soif de culture, j'avais soif d'autres, j'avais soif d'alternatives de pensée. Et donc, en fait, j'avais le sentiment qu'en m'extrayant de mon village, j'allais toucher du doigt ça. Ça a été un peu le cas. J'étais dans un premier temps à Angers, la plus grosse ville à côté de mon village. Puis ensuite, très rapidement, après mon bac, j'ai passé un peu de temps à l'usine où travaillait une partie de ma famille pour me faire un peu d'argent. Puis je suis monté à Paris. Et puis à Paris, ensuite, bon, ça a été une espèce de cascade en cascade. Je me suis retrouvé sur des plateaux de cinéma. Mais voilà, l'adolescent que j'étais, il était plongé dans les films, plongé dans les récits, plongé déjà dans des histoires, beaucoup de musique, beaucoup de films, beaucoup d'histoires, beaucoup à imaginer des histoires déjà, quoi. La passion que vous avez pour les films, pour les livres, pour les récits, ça vous vient de vos parents, de votre famille ou... Pas vraiment, j'ai des parents super, mais qui n'ont pas un bagage culturel. Ils ont plein d'autres qualités, mais non, pas vraiment. Ils n'étaient pas vraiment cinéphiles. Il y avait peu, voire pas de livres à la maison. Enfin voilà, avoir une bibliothèque, c'est déjà quelque chose, ça raconte déjà quelque chose. Nous, c'était pas trop le cas. Non, en fait, il s'est avéré que à 7 ans, un soir, on vivait ma famille est un peu élargie, donc on se couchait tard, on regardait beaucoup la télé, voilà. Et un soir, un mercredi soir, il y avait des films qui passaient, des classiques qui passaient à la télé sur France 3. Et je me suis retrouvé devant Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. Je me suis retrouvé à 23h, ça a poussé jusqu'à minuit, 1h. Je sais pas ce que je faisais encore devant la télé, mais bon, bref. Et j'ai regardé Fenêtre sur cour, et un jour, ma maman m'a dit que le lendemain matin, au petit déjeuner, je lui avais dit que je voulais faire ce que j'avais vu la veille, quoi. Sans aucune conscience, évidemment, de ce que ça signifiait. Mais donc, c'est Fenêtre sur cour qui a été vraiment une espèce de prise de conscience de la puissance du cinéma. Et puis après, dans un second temps, je me suis penché à travers des cassettes vidéo à l'époque sur le cinéma d'Hitchcock, puis ensuite plus largement Kubrick. Alors les Kubrick les plus connus, ceux qu'on pouvait trouver dans les vidéoclubs à l'époque de mon village, évidemment Orange Mécanique, mais aussi Full Metal Jacket, tout ça, enfin. Et puis Coppola, bon bref. C'est venu à travers les espèces de grands succès comme ça, de grands cinéastes. Et puis petit à petit, quand je suis parti à Angers, il y avait un cinéma qui s'appelait Les 400 coups, où là j'ai pu vraiment me confronter plus largement au monde du cinéma, donc au cinéma iranien, au cinéma roumain, l'école russe évidemment. Et donc voilà, là j'ai élargi un tout petit peu le prisme d'acceptabilité de ce que pouvait nous offrir le cinéma, et surtout de sensibilité, quoi. Et qu'en a pensé votre mère quand vous lui avez répondu ça le lendemain de Fenêtre sur cour? Oh, je sais pas, je pense qu'elle s'est pas trop posé la question. Ça allait vite, elle avait plein d'enfants, donc voilà. Mais ça a été pendant très longtemps très abstrait pour ma famille et ce que je faisais. Encore une fois, c'est des gens très intelligents, c'est des gens, mais qui n'ont pas du tout même un accès de pensée à la possibilité de pouvoir prendre un crayon ou une caméra pour raconter une histoire. C'est quelque chose qui leur est très abstrait, quoi. Mais puis là, ça y est, ils commencent un tout petit peu plus à comprendre, à comprendre au sens presque pratique du terme, pas tant métaphysique, mais plutôt pratique. Ils commencent à comprendre un tout petit peu plus ce que ça signifie. Donc voilà, je crois qu'ils sont fiers de moi. Et en même temps, ça leur paraît, je pense, ils sont très à distance, quoi. Ils sont très loin de tout ça, quoi. Ils ont vu votre film? Non, pas encore. Et les séries que vous... Ouais, ils ont vu, ouais. Parce que ça passe sur Canal+. Enfin, j'ai réalisé des épisodes du Bureau des légendes, de Baron Noir. Puis ensuite, je fais Oussekine sur Disney+.
Donc là, ils ont un accès plus facile, évidemment. Et ils ont vu, ils sont très fiers. Mais voilà, ils me demandent de réparer leur téléphone parce qu'ils pensent que... Et encore une fois, c'est des gens vraiment très éclairés à plein d'endroits. Mais c'est très abstrait, encore une fois. C'est une histoire de classe, hein, c'est toujours la même chose, quoi. Quelle scolarité avez-vous eue? Qu'est-ce que là? La scolarité, votre scolarité. Waouh, c'était chaotique, comme beaucoup de gens. Non, c'était très chaotique. On a fait le calcul, je me fais rire parce que on a fait le calcul avec mes frères, avec mes demi-frères, mes frères, enfin toute la famille. On est 5 en tout. Et combien on a redoublé tout ça? Si on additionnait toutes les années, on a redoublé, on a atteint 18 ans. 18 ans de redoublement à nous 5, c'est beau quand même. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un record. C'est un record, non? Moi, j'ai redoublé qu'une fois. Bon. Voilà. Donc non, c'était chaotique et en même temps, il y a plein de professeurs que j'ai beaucoup aimés qui m'ont donné accès à plein de choses, au théâtre évidemment. À partir du moment où on rentre au collège, il y a des ateliers théâtre, enfin ce genre de choses. Donc ça m'a donné accès aussi à... Enfin, j'ai pu voir une pièce d'Ariane Mouchkine grâce à l'atelier lycée d'Angers, à l'atelier théâtre au lycée d'Angers. Voilà, ça a été aussi quelque chose d'important. Mais aussi beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation de la part de beaucoup de professeurs qui, quand je leur disais en 6e, 5e que je voulais... bon, déjà, d'une, il n'y a aucun accès à une potentielle idée de formation autour de l'histoire, de raconter des histoires, en tout cas à mon époque et en zone rurale. Et puis voilà, on voulait très rapidement, comme j'étais mauvais élève, m'emmener vers un CAP chaudronnerie ou économie, je ne sais quoi. Bon, donc voilà, et en même temps, j'étais à l'internat très vite. Donc, internat... C'était un choix? Ouais, je voulais... En fait, tout ce qui pouvait me faire quitter mon territoire, enfin, ce bled. Et comme l'internat était à Angers, au moins, le mercredi après-midi, je pouvais aller voir des films. Je pouvais aller voir 2-3 séances à la suite. Donc voilà, c'était aussi ça que me permettait l'internat. Mais donc non, très, très chaotique. Voilà. Mais pas un mauvais souvenir non plus. Une espèce de truc comme ça, un peu brumeux. Voilà. Avez-vous recroisé un de ces profs humiliants depuis que vous réussissez? J'aimerais bien croiser un directeur qui m'a viré de mon collège en 5e, m'a fait redoubler et qui m'a viré, me qualifiant vraiment pour un gamin aujourd'hui, j'imagine de 11-12 ans, mais c'était vraiment plus qu'humiliant, ça m'a détruit. Et il m'a viré comme un malpropre, littéralement, de son collège, donc j'ai dû bouger donc à l'internat à Angers. Mais j'aimerais bien le recroiser, lui, aujourd'hui, ouais. Je sais pas. Je charriais, si tu me regardes, j'aimerais bien qu'on ait une discussion. Je suis sûre qu'il va adorer le film. J'espère. Et peut-être qu'il va se vanter autour de lui. « Oh, mais oui, mais je l'ai eu dans mon collège. Mais oui, il était très prometteur. » Il était prometteur. J'espère que quelqu'un sera là pour le contredire. Ouais. Donc, comment êtes-vous arrivé à l'écriture et à l'image? Vous mentionnez les ateliers théâtre. Mais comment vous avez commencé? Vous êtes dit, allez, je m'y mets. Vous avez le temps ou pas? Parce que c'est vraiment acrobatique. Moi, j'ai la vie. Ok. Non, c'est très acrobatique. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de la faire vite. Je monte à Paris par un espèce de truchement de trucs. Il faut que je m'inscrive dans une fac, donc la fac de Jussieu. Il fallait que je trouve en fait une spécificité qui n'était pas dans mon académie pour pouvoir être accepté là-bas. Bon, bref. Il s'avère que je vais à Jussieu. Ça m'intéresse assez peu. Très rapidement, je me rends compte qu'en fait, si je suis à Paris, il faut que j'en profite et que je me charge culturellement. Parce que j'étais très en retard culturellement, à l'endroit évidemment. J'avais très peu de cinéphilie, mais plus largement, quoi. C'est-à-dire à l'endroit de la peinture, à l'endroit de la littérature, j'étais vraiment très en retard. Enfin, en retard de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, je me sentais très en retard. Donc très rapidement, j'ai commencé à chercher en fait tout ce qui était plateau de cinéma autour de Jussieu et autour des cinémas du 5e arrondissement où je traînais, quoi. Et puis, c'est avéré que je me suis retrouvé vraiment catapulté en passant par-dessus une barrière. Bref, j'ai demandé s'il y avait du travail, on m'a dit oui. J'ai ramené un café à Richard Berry pour un téléfilm obscur de TF1. Ça a été la première fois que je travaillais pour une production audiovisuelle, quoi. Et puis en parallèle de ça, moi j'avais aucune notion de rien, mais vraiment aucune notion de ce que pouvait être un chef opérateur, donc celui qui s'occupe de l'image, un chef opérateur son, celui qui s'occupe de la prise de son, du montage, enfin d'autres. J'avais aucune notion d'absolument rien.
Donc en fait, j'ai loué une caméra. Je travaillais chez McDonald's du coup pour me faire un peu d'argent et je faisais du babysitting le soir. Et j'ai loué une caméra et j'ai tourné un film dans l'appartement d'un pote, sans son, sans rien, en faisant la lumière, mais en n'ayant aucune notion de rien. J'ai eu les rushs et puis au bout d'un moment, il a fallu monter. Bon, je connaissais personne, donc j'ai dû faire un emprunt pour acheter un, pour acheter un ordinateur à 1300 € que je remboursais 45 € par mois pour pouvoir monter tout simplement, quoi. Donc voilà, j'ai monté mon premier court-métrage à l'arrache et puis il a été reçu dans des festivals, ça commençait un peu à marcher, bon bref. Le truc est, j'ai trouvé un producteur pour un deuxième court-métrage qui a moins marché, mais ensuite je travaillais chez K par K, le phoning, pour vendre des fenêtres à droite à gauche. Mon collègue de droite me dit, je connais un mec qui travaille dans le cinéma, il fait une fête d'anniversaire le dimanche, bon bref. Je me pointe à la fête d'anniversaire, le gars me dit, je connais un autre pote qui cherche du monde pour... non mais c'est improbable. C'est incroyable. Qui cherche du monde pour faire un film, il s'appelle Ona Luambo, c'est un réalisateur congolais. Bon bref, je me retrouve le lendemain dans ce rendez-vous-là, ça gueule dans un bureau, je suis assis comme ça gueule dans un bureau. Le mec sort avec quelqu'un, donc qui, très manifestement, quitte la pièce. Il me regarde, il me dit, tu fais quoi toi? Je dis, bah c'est Cédric qui m'a envoyé ici. Il me dit, tu peux être premier assistant réalisateur? Je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait, mais genre aucune idée de ce que ça signifiait. Je l'ai regardé droit dans les yeux, je dis oui, bien sûr, ouais. Il m'a balancé le scénario, il m'a dit ok, on se voit demain, on parle plan de travail, quoi. Pour le coup, du chinois pour moi, je ne savais pas du tout ce que ça signifiait. Et j'ai été sur Internet, j'ai vu qu'il y avait un livre qui s'appelait L'assistant réalisateur qui expliquait ce qu'était l'assistant réalisateur. Donc j'ai fait le plan de travail et tout le truc autour de l'assistanat avec ce livre à côté et j'ai appris littéralement sur le tas, quoi. Je vous raconte pas le premier jour de tournage où on me balançait des termes techniques que je ne comprenais absolument pas. Les machinaux, les électros qui me disaient va me chercher les calcifs, je ne savais pas ce que c'était. Bref, j'ai un gros imposteur. Mais ils s'en sont rendus compte ou pas? Je crois pas, peut-être, mais ils ont été assez élégants pour pas me le dire. Mais c'était un film avec Richard Boringer, This is la peste et tout, un film tourné en 16 mm. On n'était pas payé, mais ça a duré enfin, c'était complètement à l'arrache. Et bref, il s'est avéré que sur ce projet-là, la Dirprod m'a bien aimé. Je me suis retrouvé pour la première fois vraiment payé en tant que premier assistant sur le clip de Grand Corps Malade pour son premier album, un morceau qui s'appelait Midi 20, réalisé par Jackie Ido. Et donc, suite à ça, j'ai travaillé avec Philippe Grandrieux en tant que premier assistant. Puis ensuite, j'ai premier assistant de Philippe Grandrieux sur son film. Puis ensuite, j'ai fait Party Girl, My Sweet Pepperland, Americano, tout ça en tant que premier assistant. Mais à la base de tout ça, ça part vraiment d'une imposture, d'où le syndrome de l'imposteur qu'on a tous, prolo, qui essaie d'accéder un peu à ce milieu-là. Bon, en fait, la vérité, c'est qu'on l'est tous un peu. Après, au bout d'un moment, on acquiert une forme de légitimité, mais en tout cas, voilà comment j'ai été catapulté dans ce monde-là, quoi. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, c'est une force vitale folle que vous avez. C'est en même temps une grande foi en vous et une force qui ne vous quitte pas. Et finalement, grâce à toutes ces rencontres-là, vous êtes à la hauteur des rencontres. Même si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous êtes à la hauteur à chaque fois. Sinon, ça se serait arrêté. Oui, c'est ce que je m'évertue à me dire, mais en même temps, des mecs ou des filles comme moi, il y en a 1000, je pense. C'est aussi beaucoup c'est beaucoup de chance. Alors oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de mérite, je dirais. Et ça paraît un peu présomptueux de dire ça, mais c'est beaucoup de mérite. Parce que du travail, qu'on soit dans un rapport népotique ou dans un rapport plus classique, en fait, il y a tout le temps beaucoup de travail. Je dirais que si on peut me rajouter un tout petit truc par rapport à d'autres, c'est que j'ai plus de mérite peut-être que d'autres, parce qu'effectivement, il a fallu passer 1000 barrières, faire en sorte de se taper contre des murs, de forcer un tout petit peu, de passer par d'autres endroits, de faire en sorte que tout ça puisse vraiment exister. Et quand vous dites effectivement que... En fait, c'est juste qu'il n'y a pas de plan B. J'ai pas de plan B. Moi, le plan B, c'est de retourner chez moi, de travailler à l'usine éventuellement, ou de travailler en tant que manutentionnaire, quoi. Donc en fait, et c'est aussi effectivement une espèce de foi en quelque chose qui est presque plus politique. Une foi dans nos récits. Quand je dis nos, je me revendique d'aucune communauté, mais quand même, je me revendique d'une certaine classe. Nos récits se doivent d'être racontés par les gens de notre classe. Donc, il y a quelque chose comme ça, très inconscient au début, mais qu'il est de plus en plus bon, c'est très bien que ce soit raconté par d'autres personnes, que nos récits, nos trajectoires, nos défaites, nos victoires soient racontées par des personnes issues d'une classe supérieure, mais il est temps de se réapproprier nos histoires. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé de classe maintenant?
Oui, par la force des choses, ce serait mentir de dire le contraire. Oui, 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 oui. J'ai changé de classe, mais et j'ai pas honte. Enfin, j'ai pas honte. Autant j'ai eu honte de ma classe, autant aujourd'hui j'ai pas honte d'avoir changé de classe et j'ai beaucoup moins honte de ma classe initiale. Mais euh, oui, j'ai des filles. Mes filles sont issues d'une autre classe. J'ai un rapport aux choses qui évidemment trahit mon. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas la transversale que j'ai accomplie. Et c'est bien, en fait. C'est moi, enfin, j'oublie pas, hein, j'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas mes racines, j'oublie pas ce que je dois aux miens, ce que je dois à mon territoire, ce que je dois aux gens qui m'ont fait grandir. Mais mais je suis heureux aussi d'avoir accès à autre chose. Est-ce que ça a abîmé ou modifié le lien que vous avez justement avec vos frères, vos demi-frères, votre famille? Non, je crois qu'au contraire, ça nous Renforcé. a, ouais, ça nous a resserré un tout petit peu. Euh, mais c'est lié, je sais pas si c'est tant lié à ma pratique que lié à l'âge, tout simplement. Il y a quelque chose où il y a encore quelques années, bon, voilà, j'étais pris pour le Parisien qui faisait des choses un peu abstraites. C'était pas. Mhm. Là aujourd'hui, je pense que, encore une fois, bon, alors effectivement, j'existe un tout petit peu plus publiquement, mais relativement plus publiquement à travers les journaux de la région, des trucs à droite à gauche. Donc, mais, mais je pense que c'est plutôt lié à l'âge. Et avec l'âge, c'est un peu con, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse, un tout petit peu. Quelque chose s'apaise. Mais ça pèse pour moi. Il y a quelque chose où j'ai le sentiment un tout petit peu d'un début de travail accompli. Ce qui fait que le rapport avec mes frères, avec ma famille, c'est un tout petit peu assaini, un tout petit peu apaisé. Donc ça rend le dialogue un peu plus simple. Ouais. Comment travaillez-vous? Quel rituel mettez-vous en place pour pouvoir écrire sereinement? C'est très anarchique. Moi, je le dis souvent, même si mes potes et mes amis scénaristes avec qui je travaille, Faïs Zagen, Bérénice Boquillon, me disent que c'est pas vrai. Moi, je pense que je sais pas écrire. Au sens comme on l'entend, technique du terme, quoi. Je pense que je sais pas écrire. Je pense que euh, c'est beaucoup à l'endroit de la sensation. Moi, ça part à travers une sensation, c'est-à-dire une musique, puis ensuite quelque chose qui imprime ma rétine, une image, quelque chose qui vibre comme ça à l'intérieur de mon cerveau, de mon cœur. Il y a quelque chose qui me semble indispensable à montrer, à poser, à raconter. Et en fait, cette sensation, j'arrive difficilement à la transmettre avec des mots. J'ai besoin vraiment d'avoir des passeurs, comment dire, des traducteurs. C'est pour ça que je m'entoure beaucoup de Faïs Zagen, Bérénice Boquillon, Cédric Ido, Julien Lilti, enfin de gens en qui j'ai confiance et à qui je peux exprimer un peu les choses et qui peuvent retranscrire un tout petit peu, traduire un tout petit peu ce que j'ai dans le cerveau, quoi. Et puis dans un second temps, mais c'est peut-être lié juste à une peur de la page blanche, hein, mais dans un second temps, une fois que les premiers mots sont posés, très lâchement, je peux enfin m'accaparer les choses alors surtout le dialogue, mais aussi le récit au sens plus tentaculaire de la chose, quoi. Je peux aller chercher un peu plus souterrainement les choses, mais le premier jet, c'est un peu vertigineux, ouais. Et puis moi, j'écris vraiment, encore une fois, comme je l'ai expliqué, j'ai pas du tout de bagage structurel. Je l'ai fait vraiment tout par instinct, voilà. Donc le rapport au récit, le rapport à l'écriture, il est très instinctif aussi. Le personnage doit mourir. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais là, j'ai le sentiment qu'à ce moment-là du récit, le personnage doit mourir. Mais ça nous met dans la merde, Antoine. Là, pourquoi tu veux Il faut qu'il disparaisse. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais il faut qu'il disparaisse. Boum, 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 boum. On avance dans le récit, puis à la fin, on dit, ah, mais même moi, je comprends pourquoi, en fait, à ce moment-là précis, il devait mourir dans le récit, quoi. Oui, en fait, vous travaillez avec votre inconscient. Tout à fait. Mais c'est merveilleux de pouvoir lui faire confiance à cet inconscient. Je lui fais pas tout le temps confiance, mais de plus en plus. C'est vrai que je dois pas, enfin, je lui fais de plus en plus confiance à cet instinct, mais c'est fatigant pour les gens autour de moi. Mais j'arrive à le maîtriser, c'est curieux. Je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps. J'arrive désormais un peu à maîtriser, à me dire, ah, ok, ça c'est, je sais pas, c'est très abstrait, c'est très bizarre. C'est vraiment comme des trucs dans l'air comme ça où il y a des idées comme ça qui partent et puis je les laisse partir, puis il y en a d'autres où je les rabats au milieu et ça devient très central. Et en fait, cette idée centrale, du coup, il y a des choses qui se greffent. C'est très bizarre, hein. Justement, vous mentionnez vos co-scénaristes. Mm.
Vous disiez mes potes. Ouais. Est-ce que c'était déjà des amis avant de créer avec eux ou c'est devenu des amis? Alors, il y a un cas particulier, c'est Cédric Ido, avec qui est un ami depuis 20 ans désormais. Lui, on est très amis, on est très très proches. C'est vraiment... on se parle tous les jours et tout. Et donc, avec Cédric, on travaille ensemble, on écrit ensemble. Tous les autres, Bérénice, Faiza, Julien, Marin Fouquet, qui est aussi un romancier, tous ces gens, je les ai rencontrés dans un premier temps à travers le travail. Mais comme moi, sans faire d'analogie footballistique, mais je pense beaucoup collectif, je pense beaucoup position dans le récit. Un attaquant, un défenseur, un central qui distribue, enfin voilà. J'ai besoin d'être, avec les gens avec qui je travaille, d'être dans une forme de confiance évidemment, mais aussi d'une forme d'intimité affective. Quelque chose ah ok, t'aimes ça, bah super, putain t'aimes pas ça, ça m'intéresse, moi j'aime. Bon bref, qui est quelque chose de très sain, très qui est pas de rapport égotique tout simplement aux choses quoi. Et en fait c'est donc devenu des amis. Faiza c'est ma sœur, Bérénice c'est vraiment ma pote sûre, Julien c'est mon gars sûr, Marin aussi. C'est vraiment des gens avec qui je suis. En fait, je dis toujours, c'est très con, mais j'ai envie de bosser avec des gens avec qui j'ai envie de boire des cafés ou des verres dehors quoi. Si on peut parler de football, de politique, de Jul, de Glenn Gould, et en même temps travailler, ok, viens avec moi, c'est cool, quoi. C'est merveilleux d'écouter ça. C'est très... Qui avait le dernier mot quand on travaille, justement, quand on coécrit un film ou un livre ou n'importe quoi? Il faut bien à un moment, quand on n'est pas d'accord, que quelqu'un décide. Est-ce que c'était vous? Oui, on est obligé, sur Oussekine, comme sur La Pampa, on est obligé à un moment donné de trancher d'autorité. Parce qu'il faut livrer, tout simplement. Il faut livrer un texte, il faut livrer un film. Donc, j'écoute pas tout le monde, mais j'écoute beaucoup. Enfin, j'écoute surtout les gens en qui j'ai confiance, quoi. Le monteur avec qui je travaille, Lilian Corbeil, ou Camille Toupkis sur les séries. C'est des gens que j'écoute énormément. Maintenant, on peut me faire changer d'avis sur plein de choses, mais j'ai tendance à... oui, au bout d'un moment, encore une fois, on parle de temps, donc d'argent, c'est une industrie quand même, blablabla, et puis il faut que les choses se fassent. Donc oui, quand il faut trancher d'autorité, c'est moi qui le fais. Ouais. Et parfois, ça crée des tensions ou pas? Du tout. Enfin, en tout cas, pas... Jamais. Jamais, je crois pas avoir pris une décision contre ma room d'écriture pour les séries ou contre les co-scénaristes qui ont travaillé sur le film. C'est des discussions. Tu penses ça, ok, putain, moi j'ai le sentiment que c'est quand même plutôt ça. Ok, argument. Bon, faut prendre une décision, je pense que c'est plutôt ça. Ça te va? Bah si on fait ça comme ça, ouais. Tords-le comme ça, ouais. Mais j'ai jamais... Non, il n'y a jamais eu de... Je me suis jamais embrouillé avec aucun ou aucune des scénaristes avec qui j'ai travaillé. Et ça c'est... Même si je prends la décision, ça a toujours été de concert. C'est votre premier long métrage. Est-ce que vous vous sentiez fort grâce à tous les épisodes de séries que vous aviez déjà réalisés ou au contraire, vous vous sentiez complètement démuni? Non, je me sentais fort à deux endroits bien précis. La première, c'était que j'avais mon équipe technique déjà. Tous les gens qui ont travaillé sur La Pampa, c'est des gens avec qui j'avais travaillé sur les séries auparavant. Donc... tout le HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, le chef opérateur, l'ingé son, enfin tous ces gens, c'est aussi des potes quoi. Donc je me sentais en sécurité. Également à l'endroit de la production, à l'endroit de l'argent, c'était Johanna Kolbock qui était directrice de production, c'est une amie de longue date. Donc en fait j'étais très en sécurité. Enfin je me sentais très en sécurité et je crois que je l'étais. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point c'est à l'endroit de... Bah justement de ce rapport instinctif à comment raconter une histoire avec une caméra. Mon stylo là c'est ma caméra, donc où est-ce que je la pose pour pouvoir raconter au mieux. J'avais expérimenté beaucoup de choses à travers Bureau des légendes, Baron Noir et Oussekine. C'est en tout et pour tout, je sais pas, presque une trentaine d'épisodes en tout. Enfin en tout cas on doit rapprocher. Donc voilà, j'avais éprouvé ce qu'était un tournage, ce qu'était raconter des séquences. Et j'avais éprouvé le rapport au temps. Parce que le temps de la série n'est pas le même que le temps d'exécution de la série n'est pas le même que le temps du cinéma. Donc j'avais éprouvé cette espèce de rapport
à l'efficacité du temps qui nous était alloué pour raconter une scène, quoi. Et la série, il faut aller vite. Et le temps, le temps du cinéma est autre, un tout petit peu plus ample. Ça a été la bonne surprise. Ça m'a permis de creuser, de sculpter un tout petit peu plus les scènes. Donc non, je suis parti. On n'est jamais en confiance, hein, évidemment, qu'on flippe tout le temps. Mais en tout cas, j'avais une espèce de socle comme ça, où j'avais l'impression d'être solide sur mes appuis. Et vous avez éprouvé du plaisir, que ce soit dans la réalisation des séries ou sous long métrage? Vous éprouvez du plaisir? Vous vous sentez comment quand vous êtes... C'est plus que du plaisir, je suis extatique. Sur un plateau, moi, je peux pas m'asseoir, je peux pas... c'est ce qui me fait vraiment... Enfin, mon sang coule plus vite, quoi. Dans mon corps, il y a quelque chose qui est le plateau. Imaginez, c'est fou. Vous écrivez des mots. Et puis, 2 ans après, vous vous retrouvez sur un plateau de cinéma où il y a 50 personnes qui sont là pour mettre en place l'image des mots que vous avez posés. C'est complètement fou. C'est-à-dire que vous avez une image en tête. Moi, j'avais une image en tête sur la Pampa qui était une des premières images que j'ai eues. C'est ce casque qui bougeait, un casque qui vombrissait comme ça, qui bougeait. Ouais, ben, on a mis, alors c'était un peu compliqué techniquement à faire, mais on a mis des semaines et des semaines à trouver cette image. Et puis ensuite, on l'a trouvée. Bon, c'est complètement fou. Donc non, moi, c'est que du plaisir. C'est énormément d'énergie, énormément de questionnement. Mais l'endroit du plateau, ouais, c'est un endroit où moi, je me sens vraiment bien et que j'adore. Il y a peu de douleur, étonnamment, sur le plateau. La douleur, elle est plutôt en amont ou en aval, quoi. Et vous avez rencontré des obstacles pendant le tournage? Ouais, tout le temps, tous les jours. C'est quotidien, les obstacles. Vous étiez prêt? Ouais. J'étais prêt, et puis surtout... en fait, encore une fois, j'avais vraiment plein de zones de confort, donc celle dont on parlait tout à l'heure, mais aussi c'était chez moi. Enfin, chez moi. J'y vis plus, mais j'ai encore ma famille là-bas. C'était dans mon village. Donc dès qu'il y avait un problème et tout, je savais que je connaissais les décors par cœur. C'est les routes que j'ai sillonnées. Donc dès que ça bloquait à un endroit, c'était très très fluide. Et puis, mais c'est tout le temps compliqué. C'est tout le temps, il pleut alors qu'il doit pas pleuvoir. On a, enfin tout, c'est plus de problèmes que de choses qui roulent un tournage. Mais bon, voilà, on a réussi avec l'équipe. Quand vous avez commencé l'écriture du scénario, donc là vous parliez d'une image en particulier que vous aviez. Est-ce que vous aviez d'autres images? Est-ce que vous connaissiez la fin quand vous avez commencé à écrire? Ouais, moi j'avais j'avais quand même pas mal d'images en tête. J'avais des images de Loire, le fleuve qui passe. La Loire, c'est un fleuve sauvage qui passe dans le Maine-et-Loire, là où se passe le film, qui est un fleuve très peu filmé. C'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est vraiment notre Mississippi, quoi. C'est vraiment un fleuve sauvage, large, qui, l'hiver, l'été, ne ressemble jamais à ce qu'il était la veille. Enfin, moi, je trouve que c'est un fleuve fascinant, quoi. Très apaisant de loin, puis plus on s'approche, plus il y a une dangerosité comme ça. Bon, bref. Donc j'avais la Loire, j'avais ce casque, j'avais le rapport au... Oh merde, j'ai pas nous J'avais le rapport à la moto aussi, un rapport très sonore, quelque chose de très fort, quoi. Donc voilà, il y avait toutes ces choses-là qui prenaient un peu de place. Et la suite de la question, c'était, excuse-moi? La suite de la question, c'est est-ce que vous connaissiez la fin quand vous avez commencé à écrire? Ouais, le truc, c'est que la fin, en fait, là aujourd'hui, le film, il se termine, on va pas trop dévoiler, quoi, mais il se termine à un endroit, dans une unité de lieu. Et il y avait une autre scène décrite après, qui se passe pas du tout à l'endroit du film, qui se passe vraiment très 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 loin de ça. Je vais le dévoiler, là, parce que personne ne le sait. La dernière séquence du film devait se passer sur l'île de Pâques. Parce que le film était un peu jalonné, et on a enlevé tout ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire. Le film était un peu jalonné de références à l'île de Pâques, quoi. Entre nos deux personnages, comme une espèce comme ça de fantasme d'aller sur l'île de Pâques. Et en fait, comme une promesse entre les deux personnages de quand on partira sur l'île de Pâques. J'aimais bien l'idée qu'ils soient sur un caillou comme ça au milieu de la France et que leur rêve c'était d'aller sur un caillou au milieu du Pacifique, quoi. Bon bref, il s'est avéré que quand on a tourné cette dernière séquence, qui se passe dans un train, il y a un plan qui est apparu et
j'ai dit à toute l'équipe, c'est le dernier plan du film. Alors qu'il nous restait encore, il fallait tous bouger à l'île de Pâques, donc toute l'équipe me dit non, il n'y a pas moyen, on va à l'île de Pâques, on va aller à l'île de Pâques. On va profiter. On va profiter, on va aller à l'île de Pâques, quoi. Et je dis, écoute, on verra, on va monter le film et on verra, quoi. Puis c'est avéré que on a monté le film et avec Lilian Corbeil, le monteur, ça n'avait aucun sens d'aller plus loin. C'est une fin beaucoup plus ouverte, de savoir où est-ce qu'il va, on ne sait pas. Bon, bref. Donc on n'est jamais allé à l'île de Pâques et on a enlevé tout ce qui était dans le film, tout ce qui faisait allusion à l'île de Pâques, quoi. Donc non, je n'avais pas la fin du film et en même temps, je pense qu'elle était très inconsciemment là, c'est-à-dire cette espèce de reflet dans la vitre. On dit pas, on dit ouais, pas. On dit pas. Voilà, on dit rien. Attention quand même. On dit rien. Est-ce que à l'écriture du scénario, vous aviez déjà des points de vue de caméra? Parce que par exemple, quand vous filmez les courses, une en particulier, c'est en caméra subjective, après c'est en haut, ou alors quand vous filmez les pieds qui descendent l'escalier, on est vraiment à ras des chaussettes, à ras du sol. Est-ce qu'à l'écriture, vous aviez déjà ces points de vue-là? Oui, en fait, l'écriture au sens large, c'est-à-dire pas tant à l'écriture du scénario, mais dans la phase entre la fin d'écriture du scénario et la conception vraiment du film. Quand on commence à penser un peu plus en images, au-delà des images qui ont été déjà conceptualisées, il y a aussi, le scénario est là, on va faire le film, comment on va filmer tout ça. Le plan dont vous parlez, en fait, sur la moto, le subjectif de Willy, c'était tout simplement, il y a 2 courses dans le film, 2 courses de motocross. La première, elle est du point de vue de Willy, donc sur son pote Jojo. Donc il fallait qu'on ait un point de vue presque de spectateur, exprimer un tout petit peu ce que ça signifiait quand on était en dehors du circuit, la dangerosité de cette pratique. Et la ferveur aussi. Et la ferveur, exactement, de cette pratique sportive, quoi. Et la deuxième, une fois que c'était a priori assimilé par le spectateur, on pouvait, et aussi parce que le récit nous pousse à, mais être dans un point de vue beaucoup plus subjectif, celui de Willy. Et il fallait trouver une manière de filmer tout ça, quoi. Donc évidemment, la meilleure manière, c'était d'être à l'intérieur de la course, quoi. Et donc on a trouvé une solution technique, c'est de poser une caméra sur une doublure cascade, qui est un super crossman, qui a un niveau Europe, qui lui avait sa caméra posée dessus et dans une vraie course. Mais il était tellement fort, pour la petite anecdote, c'est que la première course qu'il fait, parce qu'il y a plusieurs courses par jour pour le cross, la première course qu'il a fait, il était tellement fort qu'il les a tous grillés dès le début. Et en fait, le premier rush qu'on avait, donc les images qu'on avait, c'était une route vide, parce qu'il était premier, quoi. Et donc, il y avait genre 10 minutes de route vide. On a dit, bon, Julien, tu vas la refaire. Mais un peu moins bon. Sont un peu moins bons. Et donc, il les a tous laissés partir. Donc, on le voit dans les rushs, il part pas. Il les laisse tous partir. Puis au bout d'un moment, boum, il démarre et il les rattrape tous. Et en fait, le rush que vous voyez, c'est ce rush-là. C'est le rush où il dépasse absolument tout le monde et il finit. Mais il finit pas, il finit rien. On dit rien. Oui, on dit rien. On dit absolument rien. On dit rien du tout. Vous dites trop. Non, là. Désolé. Il faut laisser les... Désolé. C'est un sublime film. En fait, c'est dingue parce que moi, par exemple, ce sujet-là de la moto, ça m'intéresse pas du tout. Moi non plus. C'est-à-dire que c'est... Ah bon. Mais moi, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Ça m'excite pas, ça ne crée aucune référence en moi. Enfin, et pourtant, ce film, finalement, alors que c'est quand même au centre, c'est pas le sujet principal. Non. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce film. C'est que les liens des personnages, c'est ça le vrai sujet. Et c'est que chaque personnage est face à une décision, à un choix, et on ne sait pas quel choix ils vont prendre. Tout à fait. C'est magnifique. Merci beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que, j'ai pas un tropisme particulier pour le sport mécanique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Il s'avère que la moto, elle s'est imposée à nous et à moi parce que ma maison familiale, elle est à 5 km du spot qui s'appelle la Pampa, qui s'appelle réellement la Pampa, qui est le terrain de cross. Donc je voyais en fait et j'entendais les motos passer pour aller à la Pampa, pour aller sur la vraie Pampa, je veux dire. Et puis j'y allais en mobilette. Moi j'avais une petite mobilette parce que mes parents n'avaient pas les moyens pour me payer ces trucs-là. J'avais une petite mobilette et je regardais à travers le grillage, quoi. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait c'était pas tant la pratique sportive, encore une fois, qui m'intéressait, que tous les comportements liés à cette pratique sportive. C'est-à-dire que tout ce que permettait cette pratique sportive. Donc évidemment les comportements masculins dans un premier temps, mais aussi par ricochet les comportements féminins. C'est-à-dire en fait cette espèce de rapport très testostéroné aux choses. Cette masculinité ostentatoire exacerbée à travers le port de la machine, on répare, et puis voilà tout Et le bruit extrêmement présent. Ouais.
Et ça, c'était quelque chose qui, moi, en déconstruisant un tout petit peu plus tard, je me suis dit, en fait, évidemment, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette masculinité toxique, cette violence masculine, cette lâcheté typique des hommes qui m'intéresse, quoi. Et donc, j'ai utilisé, entre guillemets, cette arène, qui est le motocross, pour parler plus souterrainement de ce qui m'intéresse, quoi. Mais justement, ce qui est très beau, c'est que c'est absolument pas manichéen. Et justement, dans ce film, on ne déteste pas les hommes, on n'admire pas les femmes, enfin, on aime tout le monde. Et c'est ça qui est très beau. Et là, vous parlez de masculinité, de virilité, de toxicité. Oui, il y a ça, mais il y a aussi toute la beauté de ces hommes-là, à d'autres égards, pour d'autres raisons. Et c'est ça qui les sauve, en fait. Et c'est pour ça qu'on ressort de là et qu'on a envie de les adopter tous. Oui, merci beaucoup, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est parti d'un constat très simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais le sentiment, qui est peut-être fallacieux, hein, mais j'avais un sentiment, c'est qu'à partir du moment où on posait un regard, que ce soit dans la littérature, hein, comme dans le cinéma, quand on posait un regard sur cette classe-là, classe moyenne, classe prolétaire, c'était soit hagiographique, regardez ces beaux gens avec leurs mains calleuses et leur belle trajectoire de vie, soit un tout petit peu misérabiliste. Donc c'est-à-dire que voilà, c'était soit trop en surplomb, soit c'était pas à la bonne hauteur, quoi. Moi, ce que j'avais envie, c'était d'être à la hauteur de nos personnages, à la hauteur de nos deux personnages principaux, mais aussi à la hauteur de tous ces hommes, ce que vous décrivez, et de toutes ces femmes du film. En ne cachant rien, en omettant rien. C'est-à-dire, oui, ce sont des gens extrêmement violents, inexcusables à un endroit, mais explicables à un autre. Totalement. C'est-à-dire que c'est d'essayer d'expliquer cette violence, et à partir du moment où on explique, on n'est pas forcément sur le terrain de l'excuse, mais on est en tout cas sur le terrain de la compréhension. Oui, et puis on est tout à fait dans ce qu'est l'être humain. Ouais. Et en fait, ça dépasse toutes les classes sociales, et c'est pour ça que moi, c'est pas un milieu que je connais, mais en fait, j'avais l'impression que ça parlait de moi. Et c'est pour ça que ce film est vraiment réussi. Merci beaucoup, mais c'est vrai, c'est quelque chose, moi, qui m'importait beaucoup, et je crois aussi que ce que vous décrivez, alors, si on adhère au film, je crois que c'est aussi parce que, très souterrainement, le film parle d'autorisation. Quand je dis qu'il parle d'autorisation, c'est qu'il parle d'autorisation à deux endroits. Un premier endroit qui est l'autorisation comportementale. Qu'est-ce qu'on s'autorise quand on se moque de quelqu'un, quand on s'autorise des comportements face aux femmes, un regard déplacé, une attitude déplacée, ou une attitude déplacée face à quelqu'un qui va avoir une singularité, quelle qu'elle soit, sexuelle, vestimentaire ou autre. Voilà. L'autorisation, qu'est-ce qui nous autorise et comment on condamne, entre guillemets, ces autorisations qui blessent. Et puis un deuxième endroit beaucoup plus méta, qui est l'autorisation sociale, le déterminisme social, et comment en fait on s'autorise à devenir ce qu'on doit être. Et le film parle de ces deux autorisations. Un endroit, encore une fois, le comportemental, il est plus à l'endroit de la classe sociale inférieure, mais l'autre, il est à l'endroit de la classe sociale un peu plus médium, quoi. Cette espèce de rapport à je ne suis pas ancré dans ce que la société m'impose. Et comment je peux m'autoriser à être quelqu'un d'autre? Comment je peux m'autoriser à apprécier quelque chose qui ne m'est a priori pas lié à ma classe ou lié à mon environnement. C'est magnifique. Et ce film parle aussi du poids social, du poids des regards, du poids de la rumeur. Quel rapport vous avez, vous, par exemple, dans notre société, avec les réseaux sociaux, etc. Vous parliez de vos filles tout à l'heure. Comment vous les protégez de ça, et elles ont 6 et 2 ans, donc elles sont loin de tout ça pour l'instant. Mais en tout cas, honnêtement, moi, je suis pas partisan de... C'est peut-être le cas, je me trompe. Moi, je prétends pas savoir. Je parle en mon nom. Et je suis pas sûr que ce soit pire qu'à mon époque. À mon époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux dans mon village. Mais la violence faite à mes neveux et nièces qui habitent encore là-bas, elle est très frontale, hein. Elle est très physique, elle est très concrète, quoi. Et c'est pas que alimenté par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la violence que moi j'ai pu subir il y a 20 ans, c'est la même aujourd'hui, quoi. Et honnêtement, je pense qu'au XVIIe siècle, au XIXe ou au début XXe,
il y avait une certaine forme de violence qui aussi pouvait être tout à fait condamnable. Donc j'ai tendance à croire, j'ai pas en tout cas envie, mais je me mets peut-être des erreurs, mais j'ai pas envie de me dire c'est plus violent aujourd'hui, ça a une autre forme. Les réseaux sociaux accentuent évidemment quelque chose. Le jeune Lucas qui s'est suicidé l'année dernière puisque victime d'homophobie dans son lycée. Bon, évidemment que ça a été alimenté par les réseaux sociaux, mais moi j'ai des amis très proches qui se sont suicidés quand j'étais enfant. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. J'avais 13 ans, ils ont pris le fusil de chasse de leur père à 13 ans. Et donc voilà, donc en fait la violence, elle a une autre forme, mais je crois pas que ce soit finalement... Je pense qu'au contraire même. Je pense qu'à un endroit... plus visible. Ouais, c'est plus visible, et puis il y a peut-être des alternatives de pensée plus faciles à trouver. À une certaine époque, c'était impossible, quoi. Et la société en parle. Et exactement. Puis... Donc moi, j'ai tendance à croire que ça peut être aussi un outil d'émancipation, au contraire, quoi. Comment avez-vous travaillé vos personnages pour leur donner cette épaisseur et ces nuances? Je sais plus qui disait, en fait, qu'à partir du moment où le casting était fait, 95% de la direction d'acteur était posée. En fait, moi, j'ai une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, voilà. Mais c'est qu'une fois que le casting est composé, je répète toutes les scènes du film. Donc, dans un premier temps, dans une pièce à Paris, dans la production, où chaque actrice et chaque acteur s'approprie son personnage. Et ça lui appartient désormais presque plus qu'à moi. Donc, elle me dit, ou il me dit, là, voilà, cette ligne de dialogue, je la sens pas. Ok, vas-y, fais voir comment tu voudrais la faire. C'est pas trop ça, on perd un peu le sens du truc, vas-y, viens, on sculpte, et on arrive à trouver le mot. Donc, on fait ça avec la script, et on réécrit une partie du scénario avec les dialogues avec lesquels on s'est mis d'accord entre les actrices et les acteurs et moi. Puis ensuite, il y a une deuxième étape où on emmène tout le casting sur les décors, in situ, et là, pour le coup, se passe quelque chose, encore une phase d'écriture, tous ensemble, c'est qu'on joue les scènes. Tout le film, on les joue, en fait, comme une pièce de théâtre, finalement. On les joue in situ. Donc, ah tiens, c'est marrant, là, tu veux t'adosser là. Ah, fais voir si t'enlèves la phrase. Ah, c'est mieux, tu vois, juste tu t'adosses. Et en fait, ça raconte, et la manière dont tu plonges ton regard dans lui ou dans elle, va raconter beaucoup plus que ce qu'on se disait à Paris dans cette pièce, quoi. Donc, on réécrit encore une fois. Alors, on peut rajouter, élaguer, enfin, voilà. Ce qui fait que quand on arrive sur le plateau, toutes les comédiennes et les comédiens ont toutes les clés en main. C'est leur dialogue leur appartient désormais, les lieux leur appartiennent désormais, et donc on est beaucoup plus apte à sortir un tout petit peu du rail, et voilà. Et c'est ce qui fait, je crois, qu'il y a une espèce comme ça de lien entre les personnages. Par exemple, entre Willy et Jojo, les deux personnages principaux, évidemment, c'était deux comédiens. Saïd, qui lui est un comédien professionnel, Amaury, qui lui, c'est du casting sauvage, qu'a trouvé Alicia Cado, la directrice de casting. Bon, il a fallu sculpter un tout petit peu Amaury, mais une fois que c'était bon, on les a envoyés à Longueuil-Jumelles, chez moi, un billet de train. 3 jours, ils ont passé 3 jours, et je leur ai dit, je veux pas savoir ce que vous faites, mais vous traînez ensemble, quoi. Et il s'avère qu'ils ont été dans les lieux du film, dans l'hôpital des affectés, au bord de la Loire, à droite, à gauche. Et ils ont noué quelque chose de très très fort. Moi, ce que je souhaitais, c'est que la plupart du temps, souvent plutôt, au cinéma, quand on raconte une histoire d'amitié, que ce soit entre des jeunes filles ou des jeunes hommes, j'y crois pas. Il y a quelque chose où je sens que c'est des comédiens qui jouent à l'amitié et qu'en fait, c'est les dialogues qui les aident à nous faire croire qu'ils sont amis. Moi, je voulais faire le mouvement inverse. Je voulais que ce soit les corps, les silences qui nous racontent cette amitié profonde. Et donc, je veux dire, tout le monde a été très proche d'une amie ou d'un ami. On sait très bien qu'être ami avec quelqu'un, c'est pouvoir s'affaler sur lui ou sur elle. Et ne pas parler. Et juste se regarder, et juste à un moment donné, pouvoir être collé contre lui ou contre elle, derrière une moto ou en regardant la télé. Et juste, c'est comme disait l'autre, c'est parce que c'est lui ou parce que c'est moi, quoi. Et je voulais ça, je voulais que ça transpire ce truc-là. Donc les 3 jours passés entre eux, à Longueuil, chez moi, à nouer ça, et il s'avère qu'ils sont devenus potes vraiment tous les deux, quoi. Ils sont réellement devenus potes. Aujourd'hui, ils se voient encore, ils font la fête ensemble et tout. C'est magnifique. Justement, moi je trouve que quand on regarde le film, on sent que vous êtes très attaché à vos personnages. Qu'est-ce que vous avez éprouvé à la fin du film? Est-ce que vos personnages vous manquent? Bah ouais, de ouf. De ouf. En fait, moi, je les aime tellement, les comédiennes et les comédiens.
Je les aime tellement. C'est tellement précieux ce qu'ils nous offrent. C'est tellement intime. C'est tellement. Je veux dire, des fois, j'entends, ah, ils sont chiants. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Ce qu'on leur demande, c'est un tel combat. Enfin, moi, je les aime vraiment. Les comédiens avec qui je travaille, ça s'est toujours bien passé. Jusqu'ici, je croise les doigts. Mais je suis tellement reconnaissant de ce qu'ils m'ont offert sur la Pampa ou même ailleurs, quoi. Que oui, les personnages me manquent, mais les comédiennes et les comédiens me manquent, quoi. Enfin, voilà, c'est quand même 35-40 jours de tournage. On raconte une histoire ensemble. Quand on est tous sur la même note et tous dans le même wagon, c'est tellement beau. Donc évidemment, quand ça s'arrête... Mais moi, c'est particulier. Après, je les retrouve au montage. Donc j'ai encore le sentiment d'être avec eux quotidiennement et tout, quoi. C'est quand tout ça s'arrête que c'est compliqué. Quand tout le process de post-production est fini, quoi. Mais oui, les personnages... Mais je crois que plus que les personnages, c'est vraiment les actrices et les acteurs qui me manquent. Je les aime tellement. Non, mais c'est vrai. C'est beau. Je les aime trop, quoi. Qu'y a-t-il de vous dans ce film? Alors, on a bien compris que c'est un endroit que vous connaissez. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez mis de vous dans chaque personnage? Consciemment, inconsciemment? Bah, c'est compliqué. C'est dur de le pointer. Non. Le film, c'est à l'endroit des sensations qu'il est autobiographique. Les trajectoires, les plus ou moins, je suis autant Jojo que Willy. À un certain endroit, Marina. Voilà. Donc, c'est Oui, comme dans un rêve, vous êtes un peu tous. Vous êtes un peu dans tous les personnages. un peu tous les persos. Et puis, je dirais que... Ouais, je sais pas. Je dirais que c'est leur but, en fait, qui serait proche de moi. Le but de Marina d'offrir une alternative de vision du monde à Willy. Le but qu'a Willy d'essayer d'emmener son pote loin de tout ça. Le but de Jojo de faire accepter à cette société... Ouais. Pas trop. Ouais, voilà. Vous parlez vite, hein? Ouais, je parle trop. Trop, Ouais, faites gaffe. c'est clair, ouais, je sais, ouais. Parce que ce qu'il y a de sublime dans ce film, Oui, c'est de ne rien découvrir. savoir Ouais, je suis et de d'accord. tout découvrir. Ouais, je suis d'accord. Faut pas déflorer. Ouais, bah vous couperez les trucs, non? Mais je vais tout couper, hein. Ouais. Je vais garder 3 minutes. Le deuil est donc très présent dans votre film. C'est un sujet très présent pour plein de raisons. Est-ce que c'était une façon pour vous? Vous aviez mentionné tout à l'heure la violence et ce qu'un ami à vous a pu vivre. Enfin, est-ce que c'est une façon pour vous de vous réparer aussi, de faire ce film? De me réparer, ouais, certainement. C'est très inconscient aussi, mais certainement. On m'a dit, quelqu'un de très proche, m'a dit récemment, t'as déplacé ta colère. Alors, je sais pas si c'est lié à ça, mais moi j'ai beaucoup de colère en moi. Et voilà, et comme c'est quelqu'un qui... je fais... C'est étonnant, ça se sent pas. Que j'ai de la colère? Non. Et même dans le film, ça se sent pas. C'est justement, c'est ça qui est incroyable. Avec toute la violence que ça raconte, c'est très sensible, c'est poétique. Et justement, on n'est pas du tout dans un... On plonge pas dans une colère comme ça, dans une rancœur. Il n'y a pas du tout ça. Au contraire, je trouve que c'est un film qui apporte beaucoup de lumière. Je vois ce que vous voulez dire, parce que je pense que je suis tout à fait conscient de ma colère et que j'arrive à certains moments à la mettre à distance, à l'endroit de l'écriture, à l'endroit du filmage, à l'endroit du montage. Mais quand même, c'est une colère que j'alimente. Je crois que j'en ai besoin. Je crois que c'est un peu un moteur, enfin que j'alimente. J'ai pas beaucoup besoin d'alimenter, mais en tout cas qui me convient. Mais il semblerait que je l'aurais déplacé, quoi, un tout petit peu. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Et en même temps, il suffit que je me retourne un tout petit peu sur mon passé, sur les raisons pour lesquelles j'ai envie de raconter ces choses-là pour que tout ça se ravive, quoi. Je sais pas si ça répond bien à votre question. C'est exactement parfait. Il n'y avait rien d'autre à dire. Merci. Justement, c'est intéressant parce que dans le film, quand on le regarde, on ne s'attend à rien. C'est-à-dire qu'après, les scènes se succèdent
Et moi qui adore réfléchir et me dire alors qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va se faire. Et en fait, j'arrivais pas à imaginer. Et c'est comme si à chaque fois, il y avait plein de chemins possibles. Vous nous en proposez un, c'est le bon. Mais c'est assez incroyable. C'est une magie. Parce que pour moi, c'est un film comme... j'ai eu la sensation d'être face à des poupées russes. Et il y avait une poupée, elle me suffisait totalement, cette poupée. Finalement, il y en a une autre à l'intérieur. Et une autre, et une autre, et une autre. Et je suis entraînée comme ça jusqu'au bout. Et vous m'avez emmenée, c'est vraiment mais d'une épaisseur et d'une richesse très rare, je trouve. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, merci. Oui, parce on s'est évertué aussi avec Faiza et Bérénice, les co-scénaristes du film, sans que ce soit non plus un système, mais d'essayer de prendre le contre-pied un tout petit peu de ce que pouvait être ce genre d'histoire, ce genre de presque de mélodrame, quoi. Se dire, bon, voilà, on va ancrer le spectateur dans quelque chose qu'il connaît. Quelle porte de sortie il y a sur cette trajectoire? Bon, celle-ci qui est un peu convenue, il y a celle-là. Essayons celle-ci. Et puis ensuite, d'essayer de rassurer un tout petit peu le spectateur, lui donner évidemment ce qu'il attend, et pour ensuite prendre un autre contre-pied un peu plus tard. D'essayer aussi de déplier comme ça différentes presque topographies du récit. Alors quelque chose de très sinusoïdal, quoi. Quelque chose qui part très haut, puis ensuite d'être dans quelque chose de plus silencieux, de plus posé. De casser un tout petit peu, d'arythmer en fait. Un tout petit peu tout ça dès l'écriture, dans le filmage, dans le montage, toujours d'arythmer un peu les choses. C'est ce qui rend, je crois, le visionnage du film agréable, quoi. C'est qu'effectivement, on croit qu'on part à un endroit, puis en fait, on part à un autre. Voilà. Mais on l'a fait en toute... Ça, pour le coup, en toute conscience, quoi. Ah ouais. Ouais. Quand vous avez vu votre film pour la première fois, quand vous l'avez monté et que vous l'avez découvert vraiment d'un bout à l'autre, est-ce qu'il ressemblait exactement à ce que vous aviez imaginé? Oui et non, c'est-à-dire qu'il ressemblait à cette sensation qui était l'alpha, qui était la genèse un tout petit peu du projet. À l'endroit de la sensation, il y avait quelque chose qui était très proche. Mais à l'endroit du récit, de l'ampleur, de ce que inconsciemment le film devait raconter, non, il m'a surpris, quoi. J'ai été évidemment très ému, puis... Enfin voilà, il y a un truc aussi de... C'est quelque chose. Enfin... Le geste de partir de chez soi, mais vous voyez très bien de quoi je veux parler, mais de s'extraire de sa terre pour aller dans un autre endroit, abandonner sa famille, abandonner ses amis, laisser tout un pan de sa vie derrière soi pour essayer de construire quelque chose et de raconter quelque chose. C'est quelque chose. C'est un geste qu'on ne souligne que très peu, mais il y a une forme de violence intérieure qui est très dure et un endroit de très nourrissant. Donc en fait, d'avoir quitté ce village, d'être monté sur Paris, d'avoir fait ce parcours, et puis, à travers ce parcours, de pouvoir revenir dans mon village, raconter un tout petit peu ce qui, moi, me semblait important de cet endroit, de ce territoire, et puis le voir seul, parce que la première fois, je l'ai regardé seul dans une pièce, c'était vertigineux, et évidemment, j'ai eu un sentiment... c'est un peu nul de dire ça, mais un peu d'accomplissement, de me dire « Ah, putain, en fait... le petit Antoine, s'il voyait ce film, est-ce qu'il serait fier? Est-ce qu'il se dirait, est-ce que, de la même manière que quand moi j'ai vu le Hitchcock à 7 ans, je me suis dit je ferais ça, est-ce que si un adolescent de chez moi le voyait, se dirait ah ok c'est possible, c'est pas parce qu'on vient d'ici, c'est pas parce que est-ce que ça rend un peu plus possible les choses, quoi. Donc oui, non, ça a été très émouvant, évidemment, quoi. Quelle est la critique que vous redoutez le plus pour ce film en particulier? Mon village, enfin les gens... J'espère qu'ils vont recevoir le film, quoi. Et je dis bien recevoir, je dis pas, j'emploie pas le mot comprendre ou quoi que ce soit, non, c'est recevoir. Alors, j'espère qu'ils verront à quel point le film transpire l'amour que je leur porte, mais aussi l'intransigeance, parce que je pense que c'est évidemment lié. Quand on est amoureux, on est intransigeant. Enfin, pas intransigeant, mais en tout cas, ça demande une forme, un endroit de... En tout cas, d'honnêteté. Et j'espère avoir été honnête avec eux. Et j'espère qu'ils recevront en fait cette honnêteté. Et en fait, qu'ils l'aiment ou pas le film, je m'en fous. Je veux juste que... Qu'ils se sentent pas trahis. Ouais, c'est ça.
Vous allez organiser une projection là-bas? Ouais, avant la sortie du film, quoi. Avec toute l'équipe ou vous allez y aller seul? Non, on va y aller avec une partie du casting, ouais. Mais il y a NTM dans un morceau qui s'appelle For My People. Cool Chain, il dit une phrase qui a l'air de rien comme ça, mais qui, moi, m'a beaucoup parlé. Il dit en fait, représenter les siens, c'est déjà quelque chose. Et en fait, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose. D'avoir le sentiment de représenter les siens, c'est déjà quelque chose. Je sais pas où la vie du film l'emmènera, mais si au moins on a réussi tous ensemble à représenter, bah voilà, c'est déjà quelque chose. Pouvez-vous me parler de vos projets actuels, futurs? Est-ce que vous avez commencé à écrire un autre long métrage? Ouais, j'ai commencé à écrire. En fait, moi, j'essaie tout le temps j'écris tout. Enfin, j'écris tout le temps un peu, quoi. Donc, j'ai un projet de série qui se passe encore une fois dans ma région, enfin, dans le village, là. Après, j'arrête. Peut-être pas. Peut-être pas, mais si j'arrête. Enfin, j'aimerais bien arrêter pendant un temps, quand même. Et donc, j'ai un projet de série qui se passe effectivement dans le même village, là, à Longueuil-Jumelles. Et puis, je suis au début, mais au tout début, aux prémices de l'écriture de 2 longs métrages. Mais c'est vraiment dit comme ça paraît genre, c'est fou, mais en fait, c'est vraiment 6 phrases par là, 4 phrases par là. Mais c'est juste 2 idées qui me sont apparues il y a une petite année, là, pendant le processus de La Pampa. Un que j'écris avec Faze Again, toujours pareil. Et l'autre que j'écris avec Julien Liti, avec qui on a écrit Oussekine. Et qui a écrit Hippocrate et tout ça, quoi. Donc, voilà. La série qui est écrite, en partie, qui, si tout se passe bien, devrait se tourner l'année prochaine, et ces 2 films qu'on est en train d'écrire. Mais bon, je vous dis ça, peut-être que dans 6 mois, il n'y aura plus rien, et que tout s'effondrera, et que... Non, mais ça, je sais. Je sais bien, mais en tout cas, vous les avez en vous et vous avez envie de le faire. Ouais, et je c'est sais déjà pas. énorme. Ouais, c'est bien, mais je sais pas à quel point ils sont en moi, c'est sûr, mais à quel point ils sont indispensables. En fait, moi, je me pose tout le temps la question de l'indispensabilité des récits, quoi. Que ce soit sur Oussekine, bon, l'indispensabilité d'Oussekine, elle est évidente, dans le sens où c'est un pan de l'histoire sociale et militante française, donc bon, voilà. L'indispensabilité de La Pampa, elle était à un endroit plus intime, mais aussi quand même à un endroit presque politique, social, en tout cas, ça me paraissait important de raconter. Donc les prochains récits, je les pose aussi... d'une à l'aune de tous ces récits-là, et de me dire en fait quelle indispensabilité a cette histoire d'exister. Parce que c'est de ça dont on parle en fait. Enfin, je sais pas comment ça se passe pour vous quand vous vous lancez dans l'écriture, mais c'est de ça dont on parle. C'est de dire, ok, est-ce que cette histoire est indispensable au monde? Alors ça, c'est pas un coup près, hein. C'est pas genre, ça donne pas une vie ou mort à l'histoire, mais moi je le pense beaucoup comme ça. Est-ce que cette histoire a déjà été vue, entendue, lue, vue 1000 fois ou pas? Ou est-ce qu'elle te semble, toi, au moins à toi, indispensable à être lue, vue ou entendue, quoi? Bah, si c'est le cas, allons-y. Est-ce que vous redoutez le succès? Le succès, je veux dire, vous l'avez déjà, mais le succès énorme, le succès qui entraîne une attente. Par exemple, on sait qu'énormément de gens qui ont le Goncourt n'arrivent plus à écrire après. Ah, ok. Parce que pour comment faire mieux, ou comment faire pareil, ou comment... Est-ce que vous avez cette question-là qui vous est venue ou qui vous fait peur? Non, pas vraiment, pour 2 raisons. C'est-à-dire que moi, j'ai une grande ambition. Je sais que c'est pas très bien vu en France de dire ça. C'est très bien de le dire, bravo. Mais j'ai une grande ambition. Je veux des Oscars, je veux des Césars, je veux la Palme d'Or, je veux tout. J'aurais peut-être rien, mais je le veux. Et donc, en fait, je suis loin de là encore. Donc, en fait, je vais encore travailler dur pour essayer d'accéder à tout ça. Et je vous souhaite tout ça. C'est gentil. Et vous le méritez largement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc non, puis j'apprends pas grand-chose. Ça remplit beaucoup l'ego, et puis c'est très agréable d'avoir les succès, les petits succès qu'on a avec le film. Mais j'apprends plus de mes échecs que de mes succès. Pour l'instant, les succès, encore une fois, ça remplit, mais j'apprends pas grand-chose. Mais vous avez eu des échecs? Ouais, waouh, tellement, mais tellement. Mais 1000, 2 millions, 9 millions, 4 milliards. J'en ai eu plein d'échecs. J'ai écrit des scénarios qui n'ont jamais abouti, et je me suis pris des portes dans la gueule pour... Enfin, plein d'échecs. Mais par contre, là, j'ai appris fort. Mais du petit succès, là, d'Oussekine et de ça, pas grand-chose. Justement, au contraire, j'essaie de faire en sorte
de mettre ça un peu à distance et d'être dans le travail, en fait. D'être dans le travail. Je suis très paysan dans l'âme, moi. C'est le travail, Oui, quoi. on sent que c'est très artisanal et que c'est organique. Ouais, de ouf. J'ai une dernière question. Yep. Rêvez-vous beaucoup? Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Et est-ce que vous rêvez en couleur, en noir et blanc? Est-ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même ou est-ce que vous vous voyez agir? Ça va être un peu décevant, là, parce que je me souviens pas de mes rêves. Jamais. J'en ai fait un la semaine dernière, et donc pour vous dire à quel point c'est très rare, je m'en souviens, il était débile, le rêve, mais je me souviens pas de mes rêves, ça ne me manque pas. C'est très curieux, hein, parce que, j'ai plein d'amis qui racontent leurs rêves et tout, mais ces discussions, vous savez, autour d'une table de « Oh putain, j'ai rêvé ». En fait, ça m'est complètement étranger, je les envie pas, mes amis je les envie pas. Et en même temps, ça m'est vraiment étranger. Je ne me souviens pas de mes rêves, à part celui de la semaine dernière. Parce que comme je voyage beaucoup, j'étais au Mexique la semaine dernière, ensuite là. Donc je pense que les décalages horaires font ça. Et du coup, mon cerveau, bon. Mais autrement, je rêve. En fait, je rêve conscient. Je rêve conscient. Je rêve tous les jours. Je rêve tous les jours éveillé, quoi. Et je vais pas faire des phrases balourdes du genre ce que j'accomplis est un rêve et tout. Mais en fait, c'est pas loin d'être ça quand même. Attendez, je suis à Hong Kong en train de présenter La Pampa, un film qui est tourné chez moi. Il y a encore 20 ans, j'étais à l'usine, quoi. Il y a encore 15 ans, j'étais à l'usine. Qu'est-ce que quoi? Oui, et puis comme vous disiez au début, finalement, tout est très inconscient dans votre façon d'écrire, de travailler, de vous lancer. Vous sentez les choses, vous vibrez. Et finalement, les rêves, ils restent dans votre inconscient la nuit et vous n'avez pas besoin qu'ils arrivent à votre conscient. En tout cas, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, et peut-être que ils nourrissent, enfin certainement, ils nourrissent quelque chose, mais sûr. c'est certain. Ou en tout cas, ça vous fait digérer aussi de ce que vous vivez. Non, de ouf. Après, bon, il y a des fois, j'aimerais bien m'en souvenir quand, encore une fois, j'ai vraiment, je suis témoin de discussions de potes, ouais, j'ai rêvé de ça, tout ça, ça a l'air trop bien, quoi. Mais bon, bref. Mais est-ce que leur vie est un rêve aussi ou pas? Bah, j'imagine. Après, moi, ma vie est un rêve, c'est un peu phrase de. C'est pas un rêve, mais c'est. Mais je sais pas, c'est intéressant ouais, de se dire qu'effectivement, je ne me souviens pas de mes rêves. Est-ce que tout ça existe vraiment? Est-ce que la toupie va s'arrêter? Vous n'êtes jamais allé voir un psy? Non, mais je devrais. Hein. Bon, si vous ne ressentez pas le besoin, non. Pourquoi? Bah, pas le besoin, c'est juste. Après, c'est un truc, encore une fois, c'est pas pour mettre un rapport de classe dans tout, mais chez nous, le geste vers. L'élan vers une psychanalyse, elle est plus compliquée. Il faut déconstruire 2-3 trucs avant de se dire, bon, ben, voilà, c'est encore une fois lié à un bagage qu'on a ou pas, quoi. Mais aujourd'hui, si, j'aimerais bien. J'ai une amie très proche qui a fait ce geste-là, qui a fait ça et qui m'a dit, mec, fais-le, quoi. C'est trop bien. Mais il y a beaucoup de gens qui ont, surtout ceux qui créent, qui ont peur de faire une psychanalyse, parce qu'ils ont l'impression justement qu'ils vont perdre leur colère ou leur chagrin, et qu'en fait c'est le moteur pour écrire. Moi, je partage pas du tout ça. Moi, je pense qu'il faut faire une psychanalyse. Mais de ouf, moi j'ai très envie. Profonde. Mais c'est juste que je crois qu'il faut être sérieux. Enfin, assidu. Bon, bah voilà, je crois que c'est là que la discussion s'arrête. C'est qu'en fait, moi, je suis y aller toutes les semaines. Mais j'aimerais énormément, je dis ça, j'aimerais beaucoup aller comprendre certaines choses, quoi. Mais je vais le faire, franchement, je vais le faire. Je sais que je vais le faire. Mais c'est intéressant aussi pour la paternité. Ouais. Pour, justement, comme dans le film, ne pas transmettre aussi. Tout à fait. Ses chagrins ou ses regrets ou... Oui, puis pas avoir la prétention de se dire non mais c'est bon, les choses sont réglées. Moi, j'ai pas du tout cette prétention-là. Donc non, mais je compte vraiment le faire. C'est vraiment, et c'est très certainement une manière de mettre la poussière sous le tapis, mais c'est vraiment une histoire de temps. Puis aussi de trouver, c'est quand même, en fait, je crois qu'il y a une espèce de règle de genre, tu peux pas être avec le psy d'une pote ou d'un pote. Donc en fait, comment tu trouves un bon psy? Bah, ça peut être très simple. Ça peut être par exemple que votre ami a tout à fait confiance en son psychanalyste ou son psychologue ou je sais pas, et elle lui demande une recommandation. Ouais. Et donc le psy va dire ah bah j'ai un très bon psy à vous recommander et puis voilà, ça se fait comme ça. Non mais de ouf, faut que je me lance. Mais là c'est tellement... Bon après les 2 longs métrages, les 4 séries et tout ça quoi. Ça accapare un peu quoi. Ça accapare. Mais je devrais le faire. Je suis sûr qu'à un endroit ça, évidemment ça va résoudre plein de choses, mais
je pense qu'aussi ça peut nourrir quelque chose dans les histoires que j'ai envie de raconter, quoi. Merci énormément. Merci beaucoup, Alma. Merci beaucoup. Pour votre confiance et vos réponses qui sont hyper intéressantes. Merci beaucoup. Énormément. Merci.